Ce tableau de David, représentant Bonaparte franchissant le grand Saint-Bernard, est sans doute une des représentations les plus célèbres du futur empereur. Mais David y a glissé quelques références, et notamment une à Hannibal, le fameux général carthaginois, qui, comme Bonaparte, a réussi l'exploit de traverser les Alpes avec son armée. De nombreux auteurs, politiques ou généraux, se sont souvent appuyés sur l'histoire d'Hannibal et sur ce conflit qui opposa Rome et Carthage, connu sous le nom de guerre punique. Cette référence à l'histoire antique peut se faire de différentes manières en fonction des époques. Ainsi, dans un passé plus récent, l'Allemagne vaincue à l'issue de la Première Guerre mondiale considéra le traité de Versailles comme un diktat. L'économiste Keynes, dans son livre Les conséquences économiques de la paix, lui préféra le terme de paix carthaginoise, une paix brutale consistant à écraser son ennemi. Mais sous une Allemagne nazie en difficulté, les idéologues allemands se placent du côté de Rome qui résiste face à Hannibal, tout comme Berlin résiste à l'avancée de l'armée rouge. On le voit bien à travers ces différents exemples. La destruction de Carthage est un fait marquant dans l'histoire de l'humanité. Mais quels ont été les enchaînements qui ont amené les Romains à détruire la ville pierre par pierre et déclarer le sol maudit? Voici quelques éclaircissements. Alors pour bien comprendre cette histoire de guerre entre Rome et Carthage, on va tout d'abord jauger les forces en présence à la veille de la première guerre punique. Donc Carthage est une ville située au nord de l'Afrique, environ 15 km au nord-est de l'actuel Tunis. C'est une civilisation qui dispose d'une façade avec la Méditerranée, ils sont donc très logiquement tournés vers le commerce maritime. En même temps, ils ont été créés en 814 avant Jésus-Christ par les Phéniciens, et les Phéniciens étaient connus pour être des commerçants navigateurs. Alors Carthage signifie nouvelle ville en phénicien, mais je me suis toujours demandé pourquoi on parlait de Punique lorsqu'on parlait de la civilisation carthaginoise. En fait, Punique, ça vient du latin phénicien, qui vient lui-même du grec phoinikeos, pardonnez la prononciation, qui signifie pourpre. Aucun rapport, on penserait, mais en fait ce sont les Phéniciens qui ont inventé la teinture pourpre, d'où le terme de Punique lorsque l'on parle de Carthage. Ils ont un territoire qui est plutôt éclaté. Ils disposent d'une bonne partie de la côte nord-africaine, du sud de l'Espagne, de la Corse, de la Sardaigne, des Baléares et d'une partie de la Sicile. Donc ils ont récupéré ces territoires en faisant des guerres, évidemment, qui nous amènent à l'armée. Donc en fait, Carthage, ils disposent pas vraiment d'une armée de métier. Ils recrutent plutôt des mercenaires. Et on va voir que par la suite, ça va leur poser un certain nombre de problèmes. Comme je vous le disais, la civilisation carthaginoise est tournée vers le commerce maritime, ce qui fait qu'ils ont sans doute un des plus gros ports de l'Antiquité. Ils ont également une flotte militaire assez impressionnante pour se protéger des pirates qui sillonnaient la Méditerranée. Mais ils ne sont pas exclusivement commerçants, ils sont également très doués en agriculture et en arboriculture. On parlait d'ailleurs à l'époque des vergers de Carthage. Donc ils cultivent plutôt des produits méridionaux, donc l'olive, l'amande, la figue, la grenade, puis le raisin, pour faire du vin, évidemment. Déjà à l'époque ça picolait pas mal. Concernant les institutions, on ne sait pas grand-chose. Cela devait ressembler à une république, il devait y avoir des conseils qui devaient élire des représentants, que l'on appelait des suffètes. On sait également que le poids de l'opinion populaire était assez considérable. Les Romains, quant à eux, ont réussi à unifier une bonne partie de l'Italie. Leur système politique est une république, alors je ne vais pas vous faire l'histoire des institutions romaines, ça prendrait trop de temps, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a un sénat qui va élire 2 consuls pour 1 an. Leur système économique repose plutôt sur des petites exploitations, et c'est d'ailleurs la base du recrutement militaire. En effet, les Romains pensaient, et sans doute à juste titre, que des soldats se battraient mieux s'ils avaient une terre à défendre. Carthage et Rome avaient signé quelques traités de paix, qui délimitaient leur zone d'influence. Donc voilà la situation en 264 avant Jésus-Christ, à l'aube de la première guerre punique. Donc comme on peut le voir, 2 grandes civilisations qui se font face, et c'est donc le cas de la Sicile qui va déclencher le début des hostilités. L'origine du conflit entre Rome et Carthage en serait presque drôle s'il n'y avait pas eu autant de morts derrière. En fait, ça commence à cause d'une sombre histoire de mercenaires qui venaient de Campanie et qui arrivent devant la ville de Messine. Alors ils demandent dans un premier temps aux habitants de leur ouvrir la porte, et ceux-ci acceptent. Donc les choses se passent plutôt bien pendant quelques années, sauf qu'un jour, ces mercenaires-là, on ne sait pas trop pourquoi, ils décident de massacrer tous les hommes et de prendre la ville. Donc on assiste déjà là à une belle trahison de la part de ces mercenaires. Ils vont se renommer d'ailleurs par la suite les Mamertins en l'honneur du dieu Mars, qui était le dieu de la guerre, ce qui montre un petit peu leur prédisposition à la bagarre. N'empêche que cette histoire, ça inquiète le roi de Syracuse, Hiéron II, qui décide d'envoyer des troupes vers la ville de Messine. Les Mamertins, devant la menace de Syracuse, appellent à l'aide les Carthaginois, et ceux-ci acceptent d'envoyer une garnison dans la ville de Messine. Et c'est là que va se produire la deuxième trahison qui est juste exceptionnelle. Les Mamertins vont ensuite aller voir les Romains, en demandant de l'aide, puisqu'il y a les Carthaginois chez eux. Et les Romains vont accepter d'envoyer des troupes. Ils vont assez rapidement prendre la ville de Messine, et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Sauf que les Romains vont poursuivre leur marche victorieuse et prendre d'autres villes de Sicile. Ils vont forcer Hiéron II, le roi de Syracuse, à s'allier avec eux, et ils vont prendre les villes d'Agrigante et Ségeste. Alors on peut dire que c'est vraiment le début de l'impérialisme romain. Leur but est de prendre la Sicile aux Carthaginois.
Alors cette première guerre punique est extrêmement serrée entre Carthage et Rome. Mais ce que l'on peut retenir, c'est que Rome va se constituer une véritable flotte à ce moment-là. Ils vont créer un nouveau type de bateau que l'on appelle le Corvus ou le Corbeau, qui développe un nouveau système d'abordage. Ce nouveau système d'abordage permet de porter la guerre sur mer comme s'ils étaient sur terre, grâce à un système de passerelles. Après une succession de batailles maritimes et terrestres, c'est finalement Rome qui remporte la mise lors de la bataille des îles Égates en moins 241. Alors le traité de paix il va être très dur. Carthage reste indépendante, mais doit livrer la Sicile aux Romains. Ils doivent payer un tribut de 2200 talents, ce qui est assez énorme pour l'époque, ce serait des millions d'euros aujourd'hui, et ils doivent remettre tous les prisonniers aux Romains. Mais comme un malheur n'arrive jamais seul, les Carthaginois vont devoir faire face à un autre problème, celui d'une révolte de mercenaires. Et étant donné qu'ils doivent payer une indemnité aux Romains, ils ne peuvent plus payer leurs mercenaires. Cette guerre va tout de même durer 3 ans, et c'est un général, Hamilcar, qui va réussir à mater la rébellion. D'ailleurs, on retrouve une très bonne description de cet épisode dans le livre de Gustave Flaubert, Salombo. Pendant que Carthage est occupé à régler son problème de mercenaires, les Romains vont en profiter pour prendre la Corse et la Sardaigne qui étaient sans défense. Hamilcar, qui dispose désormais d'une armée fidèle, va porter ses efforts sur l'Espagne et va étendre le territoire de Carthage. Il va pratiquer du commerce de métal afin de payer les indemnités aux Romains. Hamilcar meurt pendant une bataille en 218 avant Jésus-Christ, non sans avoir fait jurer haine aux Romains à son fils Hannibal. Mais ce n'est pas Hannibal qui va tout de suite prendre le pouvoir, c'est Hasdrubal. Alors ce qu'on peut retenir de cet Hasdrubal, c'est qu'il va faire 2 choses. Il va créer Carthagène, qui signifie nouvelle Carthage, et il va surtout signer un traité de paix avec les Romains, qui interdit aux Carthaginois de passer l'Èbre, fleuve situé au nord-est de l'Espagne. Donc Hasdrubal meurt dans des conditions plus que douteuses, et c'est donc Hannibal qui prend le pouvoir. C'est lui qui va être à l'origine de la Seconde Guerre punique. Hannibal s'est préparé pendant des années à aller défier Rome, et il ouvre les hostilités en posant le siège devant la ville de Sagonte, qui était une ville sous protectorat romain. Donc les Romains ne réagissent pas tout de suite, ils envoient des ambassades et ils préfèrent temporiser, trop occupés à faire la guerre en Illyrie. 1 an après la prise de Sagonte, Hannibal traverse l'Èbre, et viole ainsi sans vergogne le traité de paix qui l'unissait avec les Romains. Alors il est à la tête d'une armée de 50 000 fantassins, 9 000 cavaliers et 37 éléphants. Alors là, les Romains ils réagissent. Ils envoient tout d'abord une ambassade à Carthage, et ils envoient également des troupes en Sicile et en Espagne. Mais ils sont franchement surpris par l'avancée d'Hannibal, qui se retrouve devant le Rhône en moins de 6 mois. Pour faire passer le fleuve aux 37 éléphants, les Carthaginois vont utiliser un système de radeaux qu'ils recouvrent de terre et de feuilles, afin que les éléphants y aillent plus facilement. Donc la traversée se passe sans réels encombres, et l'armée d'Hannibal se retrouve devant les Alpes à l'approche de l'hiver. Cet épisode de la traversée des Alpes, c'est sans doute l'épisode le plus connu de toutes les guerres puniques. Donc les soldats vont mourir de faim, de froid, ils vont tomber dans des précipices. Il va carrément falloir creuser dans une montagne un moment pour passer. Mais n'empêche qu'au bout de 2 semaines de rudes efforts, eh bien, ils y arrivent et se retrouvent aux portes de l'Italie. Bon, par contre, l'armée a subi une réelle hécatombe. Ils sont passés de 50 000 fantassins à 20 000, de 9 000 cavaliers à 6 000 et ils ont perdu 14 éléphants. Mais Hannibal peut compter sur un atout, l'effet de surprise. Il va profiter de cet avantage pour gagner une série de batailles et descendre l'Italie, dont la plus célèbre sera la bataille de Cannes. La ville de Cannes était très stratégique pour les Romains. En effet, elle servait de ravitaillement à la ville de Rome. Il ne fallait donc surtout pas la perdre. Alors je vous disais au départ que les consuls étaient élus pour 1 an. Alors là, ça a de l'importance. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ces consuls-là, qui s'appellent Paul-Émile et Varron, en 216 avant Jésus-Christ, vont essayer de tirer vraiment le plus de gloire possible d'une bataille qu'ils sont pratiquement sûrs de gagner, étant donné que leurs forces sont doublement supérieures. C'est sans compter sur le génie militaire d'Hannibal, qui va utiliser le vent, le sirocco pour aveugler l'armée romaine, mais également son excellente cavalerie numide pour les encercler. C'est un véritable désastre pour les Romains, il y a 45 000 morts en une seule journée. À titre de comparaison, la journée la plus meurtrière de la Première Guerre mondiale était le 22 août 1914, et il y a eu 27 000 morts côté français. Donc 45 000 morts en une journée, c'est juste énorme pour l'époque, et ça va marquer les Romains à tout jamais. Hannibal pourrait marcher sur Rome, mais il ne le fait pas. C'est à cette occasion qu'un général de Carthage lui dira cette phrase restée célèbre. « Tu sais vaincre, Hannibal, mais tu ne sais pas profiter de ta victoire. » Il préfère en effet offrir du repos à son armée et se rend à Capoue. Ses soldats vont se vautrer dans la luxure, et c'est ce qu'on appelle l'épisode des délices de Capoue, une expression qui est un petit peu tombée dans l'oubli aujourd'hui. Alors Hannibal, il change complètement de stratégie. Il veut faire alliance avec les cités italiennes. On peut dire que cela ne marche pas du tout. Surtout que l'armée romaine, traumatisée par la bataille de Cannes, est en train de se refaire une armée. Il passe de 8 légions en 216 avant Jésus-Christ à 25 légions en 212 avant Jésus-Christ. Une légion, c'est environ 5 000 hommes. Donc il passe de 40 000 hommes à 125 000 hommes en 4 ans. Un général romain de 24 ans va alors faire son apparition. Il s'appelle Scipion et il va remporter des batailles décisives en Espagne.
Pendant ce temps-là, Hannibal est de plus en plus acculé vers le sud de l'Italie, et Carthage le demande en Afrique. Il se rend donc en Afrique, tandis que Scipion, lui, réussit à débarquer. La bataille décisive aura donc lieu à Zama en 202 avant Jésus-Christ, et Scipion défait l'armée d'Hannibal. C'est d'ailleurs ce qui lui vaudra son surnom de Scipion l'Africain. Alors Hannibal, lui, il est contraint à l'exil et se suicidera quelques années plus tard. Concernant le traité de paix, on peut réellement parler de paix carthaginoise. En effet, ils n'ont plus le droit d'avoir de navires militaires, ils doivent rendre tous leurs éléphants, leur territoire est amputé d'environ 75%, il ne reste plus que Carthage et les alentours, ils doivent payer une indemnité de 10 000 talents, et ils ne peuvent pas faire la guerre sans l'autorisation de Rome. Alors c'est ce dernier point qui va réellement poser problème et provoquer la destruction de Carthage. On peut dire que les Carthaginois, ils respectent plutôt bien le traité, sauf que le roi de Numidie, Massinissa, qui est un allié des Romains, commence gentiment à leur grappiller des bouts de terrain. Alors les Carthaginois, ils jouent le jeu, ils envoient des ambassades à Rome en leur demandant de l'aide, mais les Romains, ils refusent d'accepter. Ils laissent faire, ils attendent tranquillement que les Carthaginois attaquent Massinissa. Donc à force de se faire prendre des territoires, c'était évident que les Carthaginois allaient finir par attaquer les Numides. C'est ce qui arrive en 149 avant Jésus-Christ, et donc Rome rentre en guerre contre Carthage pour violation du traité de paix. Il décide cette fois-ci la destruction de la ville, et ça va pas faire de pluie. En 3 ans c'est réglé, après un siège, c'est donc Scipion Émilien, le fils de Scipion l'Africain, qui va s'acquitter de la basse besogne. La légende veut qu'il ait pleuré devant la ville en flammes en pensant à la mortalité des civilisations. Bon, pour Rome, ce sera pas pour tout de suite, ce sera 500 ans plus tard. Donc concrètement, pourquoi Rome a détruit Carthage? Alors il n'y a pas de réponse toute faite, on peut juste avancer des hypothèses. Alors il y aurait tout d'abord un motif psychologique, c'est-à-dire que les Romains ressentent de la peur et une menace de la part de la cité punique. Ils ont encore en mémoire l'expédition d'Hannibal ainsi que la désastreuse bataille de Cannes. Il y aurait également un motif stratégique, c'est-à-dire stopper la progression numide avant qu'ils prennent la ville de Carthage et deviennent à leur tour une puissance dangereuse pour Rome. Il y a enfin un motif économique. Par exemple, le sénateur Caton l'Ancien, qui a été envoyé à Carthage en ambassade, est revenu persuadé que la prospérité de la cité punique représentait une menace réelle pour Rome. C'est à partir de ce moment-là qu'il a terminé chacun de ses discours au Sénat, quel qu'en soit le sujet, par cette phrase restée célèbre « Il faut détruire Carthage ». Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire en tout cas. Alors je ne prétends pas résumer toutes les guerres puniques ici, ce serait vraiment trop long, mais je vous invite vraiment à creuser le sujet si ça vous a intéressé, c'est vraiment très intéressant, je vais vous mettre quelques liens en dessous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé, et à vous abonner à la chaîne, puisqu'une nouvelle vidéo devrait arriver bientôt. Je vous remercie d'avoir visionné, et en attendant, n'oubliez pas, soyez curieux.